La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à tous, vous êtes avec l'émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission donc de votre consistoire et merci de nous accueillir toutes les semaines, donc le mercredi à 17h30 et le jeudi à 11h05 précise sur les antennes de Radio JM. Avant même de vous présenter la personne sur lesquelles j'ai insisté pour qu'ils viennent, parce que j'avais très envie de le réécouter, parce que vous allez voir aussi des nouveautés sur sa fonction au niveau de l'école Yavneh. Je vais vous le présenter dans quelques minutes. Je voulais vous dire tout simplement d'abord au nom du consistoire, du conseil d'administration, de Michel Cohen-Telunji, son président, que nous vous souhaitons une bonne continuation de fêtes. Les fêtes sont pas finies, la plus belle des fêtes arrive, la fête de Sukkot, celle que les gens appellent la fête des cabanes, qui sera d'après les écrits peut-être la fête qui sera demandée à toutes les communautés de faire, je veux dire juives et non juives, quand il y aura, si Dieu veut, l'arrivée du Mashiach. Mais la semaine prochaine, je recevrai le Rav Ohana qui pourra vous en parler beaucoup mieux que moi et de manière beaucoup plus précise. Et on lui demandera en même temps s'il a parlé de la fête de Sukkot avec le pape qu'il a donc croisé vendredi dernier à son arrivée. Mais tout ça, c'est pour la semaine prochaine. Je voulais vous dire aussi que on a de quoi, aussi bien vous que moi, que tous les gens ici, d'être fiers d'appartenir à la communauté juive de Marseille. La communauté juive de Marseille marche très bien en ce moment. En l'espace d'une dizaine de jours, il y a eu des tas d'activités et il y avait un monde partout. On va commencer par exemple par la soirée de la Viso au cinéma Le Chambord, la projection du film de Golda Meir. La salle était pleine. Hier soir, la ville CRIF a présenté un film avec Alexandre Acadi lui-même présent qui s'appelle Le Petit Blond de la Casbah, un très très beau film, beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie et beaucoup de vérité dans ce film que je vous conseille d'aller voir, qui sortira le 15 novembre dans les cinémas. La salle était pleine. Je vais aussi bien sûr vous parler de la soirée des vœux où tous les élus étaient là, où M. Castaner était là, la ministre Sabrina Agresti était là, sans compter de M. Muselier, Mme Vassal, M. Payan, enfin tous les représentants, tous les élus locaux étaient présents pour nous présenter les vœux. La synagogue était pleine. J'aimerais aussi vous parler de la jeunesse, puisque les slichot ont, comme ils le disent eux-mêmes, un carton plein. Il y a eu un premier soir, jeudi soir, à la synagogue Bourreteuil, avec une vidéo en direct depuis le Kotel à partir de 23h pour écouter les slichot. Le samedi soir à Israïm, pareil, à chaque fois il y avait entre 1000 et 2000, 2500 jeunes qui étaient là. Donc simplement pour dire que la communauté juive de Marseille va bien, que les gens nous aiment beaucoup, que les gens sont heureux. Je parle des élus, je parle des politiques qui sont là pour nous donner un coup de main de temps en temps. Ils sont fiers de nous voir autant réunis, aussi souvent réunis, autant fédérés. Donc continuons à donner cette image. Donc renseignons-nous sur les activités qui se passent dans la ville de Marseille. Il y en a énormément. Il y a des cours qui sont donnés dans la majorité des communautés, dans la majorité des synagogues. Il y a des horaires différents pour les hommes, pour les femmes. Renseignez-vous auprès de votre communauté. Il y a les mouvements de jeunesse qui travaillent énormément, le DROR, les EI, le Bnei Akiva, le DEJ évidemment. Rapprochez-vous de ces mouvements. Et puis bien sûr, il y a les écoles juives qu'il ne faut pas oublier, qui sont quand même, je pense, la pierre centrale de l'éducation juive. Et c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à recevoir Monsieur Daniel Debreuil. Daniel, bonjour. Bonjour. On est très 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 heureux de vous recevoir. On s'était vu il y a un peu plus d'un an à la radio. On était encore un petit peu timide, on cherchait un petit peu les pierres de l'édifice. Aujourd'hui, vous êtes là et bien là. Vous avez toujours quand même une origine parisienne, mais vous êtes de plus en plus marseillais à nos côtés. Tout à fait, origine que je tairai compte tenu du match qui a eu lieu il y a quelques jours. Je pense qu'on va éviter le sujet. Heureusement que c'était Yom Kippour et qu'on l'a pas vu. Et de ce que j'ai entendu, en tout cas, on n'a même pas appelé ça un match, on a appelé ça une leçon. Bon. Une leçon. Mais bon, dans ces cas-là, j'ai eu également. Mais plus on touche le bas, souvent, surtout au niveau sportif, et plus vite on se rapproche des hauteurs. Mais bon, on va pas parler de ça parce que sinon on va se fâcher avant le début de l'émission. En tout cas, bravo pour Paris. Je tiens à vous féliciter. Ah mais ça y est, je suis à Marseille maintenant. Oui, mais c'est pour ça que je vous félicite. Non, surtout que Mbappé est sorti au bout de 15 minutes. Donc sinon ça aurait été une catastrophe totale. Bon. Donc, Monsieur Debreuil, je voulais vous recevoir pour plein de choses aujourd'hui. D'abord, pour nous rappeler un petit peu l'historique de l'école Yavneh, les raisons pour lesquelles vous êtes venu, et tout d'abord, tout simplement, vous représenter, parce que maintenant, comme vous dites, vous faites partie de la population marseillaise, de l'image de Marseille. Merci aussi d'être venu à notre soirée des vœux. Avec plaisir. Merci pour vous et toute la communauté de Yavneh. Donc, qui vous êtes, Monsieur Debreuil? Eh bien, je suis Daniel Debreuil. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à Yavneh Paris
comme je vous l'avais exposé la dernière fois. Donc j'ai gravi les échelons au fur et à mesure de l'évolution de mon travail. Et donc il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai été contacté par le conseil d'administration de l'école Yavné, qui cherchait un directeur puisque Monsieur Fitoussier avait annoncé son départ. Et donc voilà, après plusieurs mois d'échanges, nous sommes mis d'accord pour que je puisse prendre mes fonctions, et ça fait maintenant donc j'entame ma 2e année de direction à l'école Yavné. Et c'était pour vous un challenge, c'est une évolution, c'était un souhait de la famille de se rapprocher de Non, pas du Marseille, tout. C'était non surtout sur le plan professionnel, c'est-à-dire que c'est vrai que tout au long de la carrière que j'ai eue, j'ai toujours eu cet échange avec les élèves. J'étais centré essentiellement sur la gestion pédagogique. Et j'ai toujours eu ce désir de vouloir aller plus loin, de pouvoir apporter plus à la communauté éducative. Et donc, au fur et à mesure des formations et du travail que j'ai pu réaliser, donc je cherchais, on va dire, j'étais à l'écoute plutôt que je cherchais. En réalité, j'étais plus à l'écoute que je recherchais. J'avais été déjà contacté par quelques écoles sur Paris. Et quand la prestigieuse Yavné Marseille m'a appelé, donc là, j'ai quand même pris le temps de réfléchir un certain temps. Et après, on a pris la décision donc de venir s'installer ici avec ma femme et mes enfants pour relever ce très beau défi. Et la femme et les enfants étaient d'accord aussi? Enfin, la femme surtout, les enfants. Les enfants. Bon, pour madame, c'était un petit peu difficile au début, c'est sûr, parce qu'on a le noyau de la famille qui est à Paris, etc. Mais ça va, on n'est pas si loin finalement. 3 heures de TGV. Ouais, c'est rapide. Et puis, ils viennent aussi. Quand il est à l'heure. Quand il est à l'heure. Voilà. Donc, il y a eu ce challenge qui a été fait. Et donc, maintenant, vous vous sentez bien en place là dans bien en place. On a travaillé très dur pendant cette première année pour, on va dire, prendre connaissance du terrain. J'ai eu une politique un petit peu d'analyse et d'observation approfondie. C'est la raison pour laquelle peut-être j'ai moins communiqué que je vais le faire à partir de maintenant, parce que j'avais besoin de comprendre. Et il m'a fallu au moins 1 an, et bon, j'ai pas tout compris encore. Il y a toujours des choses qu'on découvre, mais disons dans les fonctionnements profonds et internes. Le groupe scolaire Yavné, c'est quand même une très très grosse structure. C'est une structure historique de la communauté. C'est une structure dans laquelle il y a une école maternelle, il y a une école élémentaire, il y a un collège et un lycée. Et donc, il fallait un petit peu comprendre toute cette mécanique. Et là, donc, pour cette nouvelle année que nous venons de démarrer, j'ai mis en place on va dire, j'ai appelé ça une réforme, une restructuration profonde, et j'aimerais, avec plaisir, partager ça avec vous. Bien sûr. En plus, il faut aussi comprendre les parents d'élèves. À Marseille, c'est pas les mêmes qu'à Paris. Oui, tout à fait. J'ai découvert une très belle communauté. C'est vrai que, au début, certains se posaient la question, mais pourquoi on peut pas rentrer dans le bureau comme ça? Et c'est vrai que voilà, en mettant en place la hiérarchie, les choses ont été clairement dites. C'est pas un manque de considération, bien au contraire. C'est pour des raisons d'efficacité. C'est tout à votre honneur, ça. C'est pas évident à faire passer à Marseille. Voilà, je pense que c'est passé dans l'ensemble. Et puis je suis souvent à l'entrée de l'école maintenant que j'ai réussi un petit peu à organiser mon emploi du temps. Les gens qui ont besoin peuvent s'adresser à moi sans problème. Je donne des rendez-vous, etc. Mais c'est vrai que sur la première année, j'étais vraiment occupé sur l'analyse. Sur l'installation. Voilà, sur l'installation. Voilà. C'est quand je vous entends parler, j'ai l'impression d'écouter Céline Sadoun, que vous devez sûrement connaître, la nouvelle Oui, tout à fait, qui est parent d'élève également à l'école Yavné. Oui, du consistoire israélite de Marseille, et donc qui est venue de Paris, elle aussi. Oui. Et alors au début, elle est arrivée avec son côté parisien, très rigoureux, très machin, et après elle a compris qu'à Marseille, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Bon. Il y a des horaires de sieste, des horaires de travail, mais je vous rassure, le côté rigoureux est toujours là. Oui, non, mais il faut qu'il soit là, mais je veux dire d'une manière présentée différemment. Voilà, c'est ça. C'est l'art de la présentation aussi, effectivement, qui est important. Donc aujourd'hui, au niveau de Yavné, le taux de remplissage, il en est où, Monsieur Debreuil? On est assez bien rempli au niveau des structures. On a toujours 2 classes par niveau. On a à peu près 20 à 25 élèves par classe. C'est bien. Voilà. Bah, pas trop, ni pas assez. Ni trop, ni pas assez. Après, bien sûr, on a vocation à se remplir davantage et à retrouver peut-être les chiffres que l'école Yavné a connus dans les belles années. Et Bezrat Hachem, je suis sûr, par que le travail de qualité qu'on est en train d'effectuer, on y arrivera. Si Dieu. Alors là, on voit Monsieur Debreuil. Peut-être qu'une prochaine fois, vous viendrez avec vos adjoints. Avec grand plaisir. On peut peut-être les nommer, les directrices de l'école primaire. Bien sûr. Donc c'est Madame Chétrit qui est en direction de l'école primaire. Donc Valérie Chétrit, peut-être que vous qui est assez militant dans la communauté. Bien sûr. Madame Sroussi qui est nouvelle adjointe au collège-lycée, que j'ai nommée cette année, et le Rav Titou qui est responsable du Kodesh, directeur du Kodesh. Je parle d'autant plus facilement de l'école Yavné avec vous, c'est que j'ai mes 3 enfants qui sont passés par Yavné. Ils ont fait du CP donc au bac, après en passant le dernier est en Israël depuis 11 ans grâce à l'école Yavné parce qu'il y a eu le bac blanc-bleu. Donc je prends cette passerelle pour vous demander quelles sont aujourd'hui donc les intentions entre les souhaits de l'enseignant, du directeur que vous êtes pour la projection après le bac.
Pour la projection après le bac, ce qui est important aujourd'hui, les familles ont besoin d'être accompagnées pour le parcours en études supérieures. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Parcoursup et la nouvelle réforme, c'est très difficile pour les familles, effectivement. Donc nous, on a mis en place au niveau du lycée, j'ai demandé à ce qu'il y ait 1 heure d'orientation par semaine dès la première, avec un professeur référent qui explique aux élèves un petit peu les démarches des études supérieures, qui leur fait rencontrer des anciens élèves, des personnalités également, on communiquait beaucoup là-dessus. Ça permet déjà de se projeter pour savoir ce qu'on veut faire, parce que ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a le comment. Et le comment, c'est vrai que c'est pas simple. En tant que parent d'élève, on a connu le bac pendant X années, et puis on se trouve maintenant avec une réforme qui est bien en route. On vient de corriger la dernière grosse difficulté qu'on rencontrait, c'est-à-dire les épreuves au mois de mars, parce que les lycées étaient vides après, c'était très difficile. Compris cette histoire, bon, ça a été réparé. Ouais. Dommage qu'on nous l'ait annoncé fin août, mais bon. Au moins, ça a été fait, on va pas se plaindre. Donc le bac va se repasser comme avant, en fin d'année? En fin d'année, simplement, on a toujours on a aussi le contrôle continu, et puis on a toujours des épreuves de spécialité. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme avant où on passait l'histoire-géographie, les langues, etc. Il y avait une épreuve finale. Aujourd'hui, on les a toujours pas, mais au moins ces épreuves de spécialité qui étaient déterminantes pour l'obtention, elles se passeront en juin. Ce qui fait quand même qu'on pourra travailler avec les élèves toute l'année et pas simplement jusqu'en mars où ils étaient... Voilà. Alors, excusez-moi de vous couper, Monsieur Debreuil, mais de ce que j'entends à travers des jeunes patients ou des jeunes enfants autour de moi, les inscriptions dans les écoles sont font à partir de mars et avril, non? Tout à fait, alors, ça si se fait le bac avant. a lieu au mois de juin, ils vont se présenter quand? Alors, en réalité, les structures d'accueil de l'enseignement supérieur, de toute façon, analysent les dossiers depuis la classe de première. Comme ça s'est fait pendant le Covid. Puisque pendant le Covid, vous le savez, on n'a pas fait passer d'épreuve finale. Donc en réalité, c'est comme ça que ça va se passer cette année également. Toutes les études, quelles qu'elles soient. Pour toutes les études. Voilà. Après, il y a des filières non sélectives qui seront moins regardantes, qui ont des critères un petit peu moins rigoureux. Mais effectivement, de toute façon, on analyse le dossier, on analyse les appréciations des élèves, on regarde s'ils sont engagés auprès de leurs camarades en étant délégués, par exemple, en ayant des actions civiles, engagées citoyennes. Donc, on est sur une démarche où on regarde les dossiers. Après, c'est une algorithme. On essaye, voilà, nous, grâce à Dieu, à l'école Yvenon, on a quand même 100% de Parcoursup, parce qu'on a réussi à accompagner nos élèves. Dans tous ceux qui ont réussi le bac, on a eu un échec malheureusement l'année dernière, mais sinon on a 96% de réussite. Et dans ces 96%, 100%. Merci mon Dieu. Voilà, merci HM, c'est pour l'œil. Donc, on a 100% qui ont reçu une réponse tout de suite. Ça, c'est important. C'est vraiment un gage de réussite qui a amené à un bon nom, au HM, au niveau des institutions extérieures. Donc, ça, c'est très important. Alors je vais un petit peu vous taquiner, excusez-moi Monsieur Debreuil, puisque depuis que mes enfants ont été à Yavné, pardon, ils sont partis depuis longtemps, on entendait souvent, et je l'ai déjà posé la question il y a quelques années, on disait que Yavné était plutôt une école de juifs plutôt qu'une école juive, parce que justement il y avait un axe vers l'université, vers la faculté entre guillemets laïque, qui était plus prépondérante qu'une préparation à une yeshiva ou autre. Donc comment vous positionnez par rapport à ça? Alors, effectivement, on en avait parlé la dernière fois et j'étais encore en phase de réflexion et de projection. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre, on va dire, sur le plan structurel, c'est-à-dire que le chemin que nous essayons de tracer, ou en tout cas sur lequel on essaie d'accompagner nos élèves, c'est un chemin. Nous, les élèves, on les accueille, ils ont 18 mois, et puis on les lâche, ils ont 18 ans. Donc la réflexion, c'est une réflexion globale sur l'ensemble de la structure. Et ce qui est important, c'est de comprendre que là, vous m'interrogez sur le pan identité juive de l'école. Mmh. Et donc, cette identité juive, elle se décompose, on va dire, en 3 parties. La première partie, c'est la pratique des mitzvot ou des commandements de la vie juive. Voilà. Donc, la tfila, la prière qui est récitée tous les matins, tous les événements juifs, etc. La deuxième partie, c'est l'enseignement du Kodesh, c'est-à-dire l'enseignement juif de la Bible et du Talmud. Alors, est-ce que l'enseignement du Kodesh et de la Bible, comme vous dites, est-ce que ça fait partie des notes qui rentrent dans la moyenne de classe pour passer en classe supérieure ou pas? Non. On n'a pas le droit d'un point de vue légal, depuis la loi sur le séparatisme, d'utiliser les résultats en Kodesh pour le passage. C'est interdit. Un élève qui a 12, 13, 15 de moyenne en Chol, si en Kodesh il a 0, il passe quand même en classe supérieure? Alors il peut peut-être passer en classe supérieure, mais dans la mesure où il est complètement détaché du projet de l'école, la question sur sa place à l'école se pose. Voilà. D'accord. Et là, on fait au cas par cas, effectivement. On a des fois on accueille des enfants du public
qui ont aucun niveau, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de culture. Donc on les accompagne. Et puis en général, ils sont extrêmement motivés et puis ils sont très volontaires. Après, quand c'est vraiment un refus de catégorique, ça dépend au cas par cas. Je peux pas vous dire aujourd'hui à la radio qu'un enfant qui a une mauvaise moyenne en collège, on le garde pas à l'école. Mais il faut qu'il y ait un engagement, qu'il y ait une volonté. Donc je reprends juste pour qu'on termine les 3 points. Et le 3e point, on va dire le 3e aspect de ce pan identitaire juif, c'est l'enseignement de l'hébreu comme langue vivante. Souvent, quand on dit Kodesh ou hébreu, dans le langage communautaire, on confond un petit peu ces 3 choses-là. Et moi, pour vous répondre à votre question, justement, j'ai distingué les 3 et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé avec mes équipes pour installer une vraie dynamique, une vraie construction de projet. Voilà. Il est clair qu'en un an, je peux pas vous dire que les élèves de l'année prochaine ou de l'année suivante, voilà, c'est quelque chose qui se reprend depuis le début. Donc, d'abord, commençons à la maternelle. Par la maternelle, j'ai mis en place un enseignement multiple pour l'enseignement juif, à savoir j'ai réservé une enseignante pour l'enseignement du Kodesh, c'est-à-dire les vies juives, les premiers dynimes qu'on apprend à la maternelle, la lecture. On peut rappeler aux auditeurs que l'ensemble des enfants sont tous dans les mêmes locaux, enfin à proximité. Oui, tout à fait. Quand les parents ont des enfants de différents âges, ils ne pensent pas qu'il y a à courir dans différents... Non. On a un très beau site. On a un très beau site. On invitera, si Dieu le veut, la communauté cette année pour une journée porte ouverte. Mais on a un très beau site, effectivement. Les enfants rentrent à la maternelle et jusqu'au baccalauréat, on les accompagne. Il y a des secteurs dans notre site. Donc je vous disais, au niveau de l'enseignement juif, on a réservé une enseignante qui s'occupe de l'enseignement des dynimes, des premières lois juives, des fêtes, etc., de la tfila. Elle fait avec la tfila. Sur un enfant, c'est quoi par exemple? Par exemple, là, c'était le shofar. Donc, par exemple, en grande section, c'est le son sh. Donc, avec le shin, etc. Il y a tout un travail qui est fait. Voilà, c'est super. On publie un petit peu là-dessus parce que c'est toujours très beau de voir nos jeunes enfants qui travaillent sur... Je vous dis ça parce que je me suis coupé parce que j'ai ma petite fille qui habite à Toulouse, elle est dans une école juive évidemment, et elle a bientôt 3 ans. Et l'autre jour, elle rentrait chez sa mère, elle a dit « Maman, bientôt, il faut que tu me coupes les cheveux. » Je dis « Pourquoi ?» Parce que je vais avoir 3 ans, parce qu'il leur apprenait que les garçons, à partir de 3 ans... Magnifique. Et je trouve ça très mignon. Ouais, tout à fait. Donc ça, après on a également détaché une enseignante pour l'enseignement de l'hébreu comme langue vivante. Vous vous souvenez, la dernière fois, vous m'aviez dit... On met nos enfants dans les écoles juives et au bout de 12 ans, ils parlent pas un mot d'hébreu. Il faut qu'ils aillent en Israël pour apprendre. Il faut qu'ils aillent en Israël. Alors moi, j'ai pris le problème à la base. Les enfants, depuis la petite section, ont 1 heure, 1 heure et demie d'hébreu par semaine. Bravo. Elle rentre, la maîtresse rentre pendant 30 minutes, c'est des sessions de 30 minutes. Elle ne parle qu'en hébreu avec les enfants. La shevet à la safsal, shalom, kita, et c'est magnifique. Et vraiment, je vous invite à venir voir, volontiers. De voir des petits enfants de toute origine au sein communautaire. Surtout qu'il faut savoir, je me suis je vous en prie. C'est que l'enfant entre l'âge de 3 et 6 ans, on peut lui mettre dans son petit cerveau 2 langues sans aucun problème. Pas plus. Mais les 2 langues, d'ailleurs c'est pour ça qu'en Israël, il y a beaucoup d'enfants qui parlent français hébreu ou anglais hébreu, c'est tout. Jusqu'à l'âge de 6 ans, ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul. Et je veux dire, donc c'est un peu votre devoir, puisque souvent à la maison, les parents n'ont pas la possibilité de le faire. Tout à fait. Et ça, je vous en félicite vraiment. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est quelque chose de magnifique qui est mis en place. On voit des petits enfants en fin d'année qui ont un lexique qui est bien enrichi. Alors évidemment, ils n'arrivent pas encore à tout lire et tout écrire, mais il y a cette oralité qui est très importante. Et pour aller dans le prolongement de ce dispositif pédagogique, à l'école élémentaire également, du CP au CM2, sur le même process, une enseignante qui rentre soit 3 fois 30 minutes, soit 2 fois 45 minutes dans la classe et qui ne parle que hébreu avec eux. Ils apprennent à lire et écrire aussi? Lire et écrire, effectivement, depuis la classe du CP. En réalité, ils posent les bases à la grande section de l'apprentissage de la lecture. Ça, c'est nouveau tout ça. Je saurais pas vous dire ce qu'il y avait avant exactement. Ça, je peux vous dire que cette précision que vous décrivez là, elle est exceptionnelle, vraiment. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc et effectivement, après ça continuera en 6e où l'école prend sur elle 1 heure d'enseignement d'hébreu et après ça passe en langue vivante. Vous savez que on peut pas imposer aux familles le choix des langues, mais c'est ou l'hébreu ou l'espagnol. On encourage évidemment à l'enseignement de l'hébreu. On a fait des petits groupes pour que l'enseignement se fasse de la meilleure façon possible. On a recruté de nouveaux enseignants aussi. Voilà, donc l'aspect parler hébreu est très très important. Donc si on se résume pour l'instant, parce que l'émission va très très vite et vous avez beaucoup de choses à nous informer, l'école marche bien, il y a toutes les sections qui sont présentes, vous avez innové cette manière d'injecter l'hébreu moderne, écrit et parlé et lu dès le premier âge. Tout à fait. Vous avez des résultats brillants au niveau du bac, vous avez des résultats
post-bac qui sont aussi brillants, parce que j'entends beaucoup d'enfants qui sortent de Yavne, qui ont reçu des très belles écoles, qui ont reçu des écoles, aussi bien des facultés de médecine ou autres, des écoles supérieures, et ça c'est l'enseignement qui est là aussi, parce qu'avant les parents, pour eux l'école juive c'était un frein à l'université. Aujourd'hui c'est au contraire, c'est un tremplin, bien sûr. On n'entend que des belles choses. Je sais qu'au niveau de la restauration il y a aussi des progrès qui ont été faits, bien sûr. Il y a eu une rigueur qui a été donnée. Et tout à fait. Ça, je vous en félicite, peut-être le côté parisien qui s'est bien installé. Et là, vous avez bien fait. Il y a des bons côtés quand même. Mais bien sûr, je plaisante toujours avec vous, mais c'est tout à votre honneur. Donc, il nous reste 3-4 minutes. Je vais vous les laisser pour donner envie aux gens qui n'osent pas encore aller dans une école juive, aller dans une école juive, et peut-être en particulier à Yavne, pour tout ce que vous êtes en train de nous présenter. Voilà, donc merci beaucoup pour ce temps qui m'est accordé. Effectivement, comme je l'ai dit, donc il y a tout l'aspect pédagogique, Kodesh, vie juive, hébreu, etc., qui est très important et qui permet à nos enfants de grandir avec ce cadre culturel qui restera leur cadre référent pour toute leur vie. C'est important parce qu'une fois que les enfants grandissent, ils sont déjà construits, on va dire, d'une certaine façon, et si au moment de leur construction et de leur développement, il n'y avait pas ce cadre identitaire qui est important, ce cadre communautaire, ce cadre social, c'est difficile ensuite de garder ces repères et ces traditions, et malheureusement des traditions qui parfois se perdent. Également, pour dire un mot rapide sur peut-être le lycée, on a mis en place différents projets d'excellence pour que comme vous disiez tout à l'heure, certains parents des fois s'inquiètent sur les études supérieures, le niveau académique. Bien au contraire, avec les plannings d'évaluation, les évaluations communes que nous avons mis en place, ces projets d'excellence que nous mettons en place également, on a vraiment une vraie rigueur au niveau du travail et on prépare nos élèves aux études supérieures. Le projet au lycée, c'est de les préparer aux études supérieures, pas de les aider à avoir le bac. Le bac, on sait qu'avec la DHM, ils l'auront, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils aient un niveau académique qui soit important et une rigueur de travail qui soit importante. On a mis en place aussi, même au niveau de la discipline, pour que les choses soient plus carrées et un petit peu plus parisiennes, pas trop non plus. Voilà, donc vraiment sur cet aspect-là où on a une prise en charge des enfants et sur l'aspect enseignement général et sur l'aspect enseignement Kodesh qui est forte, qui est puissante, qui est organisée. Et donc on invite toute personne qui souhaite faire inscrire ses enfants à l'école, ça sera avec un grand plaisir. Et ça se fera certainement. En tout cas, il faut rappeler quand même une chose qui est importante, c'est que la communauté de Yavne s'est créée autour de l'école. Et cette émission, j'aimerais qu'on la dédie malheureusement, il nous a quitté trop tôt, le Rav Joseph Cohen, vous l'avez pas connu, qui a été ce monsieur qui a eu le courage de mettre la première pierre, de créer cette école dans ce quartier, avec des réussites exceptionnelles. C'est un monsieur qui avait une voix, quand il faisait sa prière ou quand il faisait des sirotes, on en avait les larmes aux yeux. D'ailleurs, c'est aussi le tonton de Danny Briand, donc c'est une famille de chanteurs, je pense, quelque part. Et puis son fils, Danny Cohen, qui était mon ami de fac, a été le premier bachelier de l'école Yavne. Wow. Aujourd'hui, il est pédiatre en Israël, il travaille, c'est le pédiatre de Jérusalem, il faut le dire et le reconnaître. Et donc, vous voyez bien que les écoles juives, non seulement il y a des beaux résultats, il y a des bons résultats, et l'école Yavne, personnellement, je ne peux pas dire autre chose. J'y ai mis mes 3 enfants depuis leur petite classe. Et aujourd'hui encore, je la conseille, je la propose et je la souhaite pour l'ensemble des enfants qui n'ont pas encore mis les pieds dans une école juive. C'est indispensable aujourd'hui. Autant qu'avant, je veux être honnête, quand j'étais jeune, j'étais pour une laïcité de l'école et une pratique de la religion dans les Talmud Torah, dans les mondes de jeunesse. Aujourd'hui, je crois que si j'avais des enfants en bas âge, je ne réfléchirais pas une demi-seconde avec ce que l'on entend et ce que l'on voit. Bien sûr. Monsieur De Breuil, merci beaucoup. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Sukkot, une belle réussite pour tous vos projets qui sont absolument fabuleux et on sent qu'ils sont bien préparés, bien aiguisés et si Dieu veut, on va y arriver au bout et vous serez toujours le bienvenu ici. Merci avec beaucoup. Vos adjoints. Avec mes adjoints, la prochaine fois, c'est noté avec grand plaisir. Voilà. On vous laisse, on vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes fêtes de Sukkot et la semaine prochaine, ne ratez pas l'émission, j'aurai le grand rabbin Reuven Ohana qui sera à nos côtés pour parler de la fête de Sukkot. Merci à tous, merci Amy pour ton travail. Au revoir. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.